Il y a 50 ans, le LSD a fait l'objet d'études scientifiques très sérieuses. Jusqu'au jour où cette substance hallucinogène est sortie du cadre médical pour devenir une drogue populaire et potentiellement dangereuse. L'intérêt porté au LSD et à d'autres hallucinogènes comme la psilocybine et la mescaline dépasse vite le cadre de la seule communauté scientifique. L'époque est propice aux expérimentations. Les jeunes qui ont grandi dans l'ambiance plutôt stricte de l'après-guerre refusent ce carcan. Les manifestations contre la guerre du Vietnam et pour la défense des droits civiques alimentent le rejet des institutions et de la société. Entraînés par des personnalités charismatiques comme l'écrivain Ken Kesey, le poète Allen Ginsberg et le psychologue et chercheur Timothy Leary, des centaines de millions de jeunes se branchent dans le monde entier. Mais les choses dégénèrent. Dig everybody, LSD. Bad trips and a chance of chromosome damage. All little Indians on LSD. One freaked out. Then there was... Certains affirment que le LSD provoque des crises de délire, des malformations congénitales et des suicides, voire des accès de folie meurtrière. En 1965, le gouvernement américain décide de mettre fin aux études scientifiques. Baptisé entre autres Acid, Dots, L, Lucy, Tabs, Purple Haze, Pyramide ou Buvard, cette drogue n'est plus réservée aux hippies. En 20 à 30 minutes, l'énergie commence à couler sous votre peau. On sent l'odeur de la musique. Une euphorie, une envie de rire, une vision profonde de la compassion. Le temps et l'espace s'effondrent. On voit beaucoup mieux les connexions entre toutes les choses. Des choses qui paraissent distinctes, comme un tapis et un mur, deviennent un continuum, tapis, mur, plafond, tapis, mur, plafond, genre, fruits, musique. C'est un flash, l'expérience de l'autre, du divin. Ça vous ouvre les yeux sur un horizon immense dont vous ignoriez l'existence. Le LSD est une des substances les plus puissantes du monde. Les effets physiques du LSD sont minimes. Pupilles dilatées et augmentation de la température corporelle, du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Ces effets sur le psychisme, en revanche, sont beaucoup plus importants. Un trip peut vous emmener au paradis ou en enfer. Comment une molécule réussit-elle cela? Professeur de pharmacologie à l'université Purdue, le docteur David Nichols est l'un des rares scientifiques au monde autorisés à mener des expérimentations sur l'acide lysergique diéthylamide, autrement dit, le LSD. Il a aussi le droit d'en fabriquer. On fait le LSD le plus pur du monde. Aux États-Unis, depuis l'adoption en 1970 de la loi sur les substances contrôlées, l'utilisation des ingrédients qui le composent est restreinte ou illégale. Mais David Nichols et son équipe ont reçu l'autorisation de la DEA de fabriquer environ 1 millier de doses chaque année. Le LSD se présente sous la forme d'une bande fluorescente sur le bord de cette plaque. On le collecte, puis on le concentre et on le cristallise. On obtient ainsi un produit très pur. Une pureté qui a permis à David Nichols d'étudier les effets de la molécule sur le cerveau. On pense qu'elle active un récepteur cérébral, le récepteur 2A de la sérotonine. Il se trouve dans les cellules du cortex frontal et joue un rôle dans le mécanisme qui nous aide à visualiser et à interpréter la réalité. La sérotonine est un neuromédiateur qui transmet les signaux entre le cerveau et les cellules nerveuses.
Elle joue un rôle essentiel dans l'humeur, l'émotivité, l'appétit et le sommeil. La structure chimique du LSD est similaire à celle de la sérotonine et s'adapte parfaitement à ses récepteurs, stimulant leur activité de façon subtile ou plus profonde. Il est possible que la sérotonine soit responsable des douleurs atroces que cet homme endure. Le LSD pourrait peut-être le soulager. Il s'appelle Chuck et il souffre de ce qu'on appelle une algie vasculaire de la face ou AVF. John Halpern et des psychiatres de la faculté de médecine de Hanovre en Allemagne ont décidé de traiter 6 patients souffrant d'AVF avec un analogue non hallucinogène du LSD, le 2-bromo-LSD. Ce n'est pas un hallucinogène. L'atome du composant de ce dérivé est trop gros pour se fixer sur le récepteur cérébral, ce qui, en temps normal, déclencherait une altération de la conscience. Les scientifiques ignorent toujours comment la molécule du LSD parvient à soulager la douleur d'une AVF. L'inventeur lui-même du LSD a été surpris par ses effets quand il les a découverts par hasard. En 1938, le chimiste Albert Hofmann travaille à la mise au point d'un stimulant respiratoire pour les laboratoires pharmaceutiques suisses Sandoz. Il étudie notamment une molécule vasoconstrictrice présente dans un champignon parasite qui se développe sur certaines céréales, l'ergot du seigle. Il synthétise ensuite un dérivé de cet ergot, l'acide lysergique, avec du diéthylamide. 5 ans plus tard, alors qu'il manipule le dérivé, une minuscule goutte de produit tombe sur sa peau et pénètre dans son système sanguin. Il ressent les premiers effets au bout d'une quarantaine de minutes. Intrigué, il décide d'absorber une dose plus importante et rentre chez lui en vélo. Il est le tout premier homme au monde à avoir fait un trip au LSD. Il a tout de suite compris la puissance du dérivé, sa conscience, son activité mentale, ses émotions, ses pensées et sa perception des choses ont été profondément affectées. Le LSD est une substance très efficace. Il suffit de 25 microgrammes, moins que l'équivalent de 2 grains de sel, pour provoquer une réaction. Avec une trentaine de grammes, on peut produire 300 000 doses. Depuis quelques années, les chercheurs ont repris leurs expériences sur des humains. À la clinique universitaire psychiatrique de Zurich, le docteur Franz Vollenweider et son équipe étudient l'activité du cerveau lors d'un état de conscience modifié. Les 64 électrodes fixées sur le cuir chevelu de ce sujet enregistrent l'activité cérébrale au rythme de 1000 images par seconde. On dresse des cartes du cerveau, exactement comme des cartes routières. Cela permet de montrer le processus cérébral du point de vue chimique et fonctionnel, et de voir l'interaction entre les différentes zones du cerveau. Grâce à ces images et à celles obtenues par tomographie, les scientifiques ont créé des représentations en 3D du cerveau en pleine défonce. Les substances hallucinogènes stimulent de façon excessive les récepteurs de la sérotonine dans le cortex et les structures profondes du cerveau. Le consommateur voit des images qui n'existent pas réellement. La frontière entre la perception et l'imagination est brouillée. Son cerveau génère une image du monde qu'il possède en lui. Cela peut être une petite histoire, un petit film, des personnes ou des objets. L'équipe du Dr Vollenweider a constaté que la carte d'un cerveau en phase d'hallucination est toujours identique.
Mais pour le consommateur, le petit film qui tourne dans sa tête peut prendre des formes très variées. Du sublime au cauchemar. Comment un mauvais trip se traduit-il à l'intérieur du cerveau? Voici les images recueillies par l'équipe du Dr Follenweider. Le thalamus et les lobes frontaux sont en hyperactivation, ce qui provoque un sentiment de panique et de dissolution du moi. On a recensé des cas de dépression nerveuse, de flashback et de désorientation grave d'ordre psychotique après quelques tripes au LSD, voire une seule prise. Les consommateurs occasionnels n'ont aucun contrôle sur le dosage ou la pureté du produit, et pour eux, un trip est une sorte de roulette russe chimique. Quand il est ingéré par un individu fragile, dans des conditions peu sûres, cette substance peut s'avérer dangereuse. Une petite minorité de consommateurs qui a fait un mauvais trip risque de rester prisonnier définitivement d'une psychose. Ce sont des effets que les scientifiques ont observés dès le début, bien avant que le LSD ne devienne une drogue illégale. Dans les années 1950, il s'était notamment rendu compte que le LSD, lorsqu'il était administré dans un environnement clinique, pouvait entraîner des accès de paranoïa et de délire. Ces distorsions de la réalité ressemblaient à celles que connaissaient les patients souffrant de psychose. How long have you been here? Been here 900 years. 900 years? That's a very long time. Le corps médical administrait du LSD dans un environnement clinique, très déshumanisé et très angoissant, ce qui provoquait chez les cobayes des épisodes de type psychotique. Pendant des dizaines d'années, les chercheurs ont utilisé ces drogues pour déclencher momentanément des psychoses et étudier les mécanismes d'un cerveau mentalement malade. Aujourd'hui, David Nichols fait la même chose, mais avec des rats. Les rongeurs reçoivent 160 microgrammes du LSD le plus pur tous les 2 jours pendant des mois. Leur comportement est observé et analysé. Du fait de cette consommation régulière, les rats commencent à fuir les contacts sociaux et à ignorer l'eau sucrée mise à leur disposition, signe qu'ils ne recherchent plus le plaisir. Ils sont très agités et deviennent très craintifs. Les schizophrènes se coupent de la société. On constate le même comportement chez les rats. Ils deviennent hyperactifs et beaucoup plus agressifs. 2 autres symptômes de la schizophrénie. Cela veut-il dire que le LSD peut provoquer la schizophrénie? Ou simplement qu'il reproduit certaines de ces manifestations? Il est arrivé que des gens prennent du LSD ou d'autres substances psychédéliques et que ça accélère un trouble psychiatrique ou une schizophrénie déjà latente. Mais les scientifiques s'accordent à dire que ça ne peut pas se produire chez des individus sans prédisposition à la maladie. Tôt ou tard, ces gens-là auraient développé une schizophrénie. Le comportement des rats drogués au LSD imite si bien la schizophrénie que cette expérience aide David Nichols dans sa recherche d'un traitement. Charles Nichols, le fils de David, est généticien et il travaille avec son père. Il étudie les transformations génétiques qui induisent de tels comportements. En décodant le fonctionnement du LSD au niveau moléculaire et génétique, on sera en mesure de comprendre les mécanismes de maladies comme la psychose, dont les manifestations sont très similaires.
Si on parvenait à découvrir ce qui déclenche la première crise de schizophrénie, on pourrait mettre au point un médicament capable de l'empêcher. Les maladies mentales et les drogues psychédéliques affectent la perception que l'on a du monde. Une expérience très simple nous montre pourquoi. On l'appelle l'illusion du masque concave. Elle prouve que notre esprit nous joue des tours en interprétant ce que nous voyons. L'expérience a été menée sous la houlette du docteur Thorsten Passy, professeur en études sur la conscience à la faculté de médecine de Hanovre en Allemagne. Il a formé 3 groupes. Le premier était composé de schizophrènes, le deuxième de cobayes ayant pris une substance psychédélique, et le troisième de cobayes sains et n'ayant pris aucune substance. Il a ensuite demandé aux participants d'observer à travers un viseur une première image d'un masque, puis une seconde, en apparence la même que la première. Voyez-vous la différence ? À voir les images, on dirait un visage normal, mais ce n'est pas le cas. Tous les masques ont une face convexe, c'est-à-dire en relief, et une face concave, c'est-à-dire en creux. Quel que soit le côté du masque qu'on leur présente, les sujets sains voient toujours le visage face à eux, parce que c'est cette image que leur esprit s'attend à voir. En revanche, les sujets souffrant de maladies mentales, ou ceux qui ont pris un hallucinogène, sont dans la majorité des cas capables de distinguer les deux faces. Pourquoi ? Les scientifiques estiment que sur les 11 millions d'informations à la seconde que reçoit le cerveau, il ne peut en traiter que 200 à la fois. Il compense donc en reliant les informations nouvelles à des notions connues. Par exemple, si quelque chose passe en volant à toute allure à côté de vous, vous risquez de penser que c'est dangereux. Mais si vous interprétez cette information en vous disant « Oh, c'était un oiseau », vous savez qu'il n'y a pas de danger et vous vous calmez. En interrompant momentanément la capacité du cerveau à relier les informations à des notions connues, il est possible que les drogues hallucinogènes déconditionnent l'esprit. C'est comme si les filtres qui nous permettent d'habitude de fonctionner ne s'appliquaient plus et qu'on absorbait davantage d'impressions sensorielles, émotionnelles et visuelles, et qu'on avait un accès élargi à notre esprit. Pour certains, c'est une expérience insoutenable ou effrayante. Pour d'autres, c'est un mode de vie. Il y a 40 minutes, elle a ingéré une dose importante de LSD pur. Albert Hofmann, le créateur de cette molécule, avait prévenu. Mal utilisé, le LSD peut être nocif, perturber et rendre fou. Mais il avait également dit, le LSD est un outil capable de nous transformer en ce que nous sommes censés être. Cette catégorie de psychotropes hallucinogènes n'a jamais été étudiée. Aujourd'hui, on les ressort après 30 ou 40 ans, mais on n'a jamais analysé leurs effets cliniques. C'est une ère très excitante qui s'ouvre pour nous. Nous sommes à la veille d'apprendre énormément de choses. Ces substances sont des sondes extraordinaires. À condition qu'on nous autorise à explorer leurs effets dans des conditions sûres, on va s'apercevoir que leur potentiel est ahurissant. La seule différence entre une drogue et un poison, c'est le dosage. Même l'héroïne est utilisée comme antalgique dans d'autres pays. Qu'on ne me dise pas que les substances psychédéliques n'ont pas d'utilisation thérapeutique. Il nous reste seulement à les découvrir. Les substances hallucinogènes deviendront-elles un jour des médicaments? Resteront-elles classées comme drogues dangereuses?
L'avenir nous le dira.